Salut YouTube, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on fait le bilan du mois de novembre 2024 qui s'est terminé il y a une petite dizaine de jours. Vous le savez, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, j'ai pris pour habitude de faire un bilan mensuel de mon investissement en bourse, de mon investissement immobilier et un petit bilan également de mes objectifs budgétaires que je me fixe chaque mois. Donc dans le premier temps, on va voir effectivement l'investissement en bourse à travers mon PEA et mon compte titre. On va voir s'il y a eu des mouvements, des achats, des ventes, voir si j'ai touché des dividendes, on va regarder la performance. Bref, on va faire un petit tour de mon investissement sur mon PEA et sur mon compte titre. Ensuite, on va également voir la performance de mon bien immobilier que j'ai mis en location courte durée sur les plateformes Airbnb et Booking. Et enfin, on verra si j'ai respecté mon budget sur ce mois de novembre 2024. Je vous emmène tout de suite sur mes écrans. C'est parti, vamos! Allez, c'est parti, je vous emmène sur mes écrans. Avant de commencer à voir mon investissement en bourse, comment il a performé au mois de novembre, je voulais faire un petit rappel parce que je vois à travers les statistiques qu'il y en a beaucoup qui me découvrent à travers ces vidéos mensuelles que je fais tous les mois. Et du coup, je me rends compte moi-même que je me présente peut-être pas assez souvent. Donc voilà, pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, j'ai 41 ans. Dans la vie, je suis salarié à temps plein. Je suis papa de 2 enfants, je suis en couple. Donc je suis une personne finalement assez lambda comme tout le monde. Et j'ai décidé à travers cette chaîne, Papa Investi, de partager mon investissement en bourse que j'ai lancé en 2020. Et voilà, donc du coup cette chaîne retranscrit mon parcours dans l'idée voilà, d'avoir un témoignage, de donner pourquoi pas des pistes de réflexion et des tips à travers des gens qui seraient comme moi finalement, qui ont décidé à un moment donné de se lancer dans l'investissement en bourse. C'est quelque chose qui n'est pas facile, il faut franchir le pas, il faut le faire. Et surtout que je gère ça de manière complètement autonome, je ne passe pas par un intermédiaire financier, je gère tout seul de mon côté. Donc voilà, à travers cette chaîne, vous allez pouvoir voir les anciennes vidéos. Il y en a pas mal sur la chaîne. Après, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un youtubeur professionnel, je gagne pas ma vie du tout avec ça. Mais voilà, vous allez retrouver sur la chaîne des vidéos qui, tout simplement, qui vous montrer au fil du temps comment un petit peu j'ai évolué, comment mon investissement a un petit peu évolué. Et, euh, et également, je voudrais vous dire que ce fichier-là, là, que vous voyez à l'écran, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il est entièrement téléchargeable gratuitement. Je vous ai fait une vidéo tutoriel qui vous montre tout simplement comment télécharger ce fichier, en être 100% propriétaire. Vous allez le télécharger, évidemment le fichier va être vide de data, vous allez renseigner vos propres données et vous allez pouvoir avoir le même rendu que vous avez à l'écran. Pour ça, je mets un lien juste au-dessus et je mets un lien dans la description. Et en fait, ce lien renvoie vers cette vidéo-là sur la chaîne qui est ici, voilà ici, le suivi de portefeuille ici, celle-là. Évidemment une des vidéos les plus vues sur la chaîne. Et également, si vous voulez, j'ai créé une playlist. Ici, j'ai créé une playlist qui s'appelle Bourse, fichier de suivi, portefeuille et PEA et compte titre. Lancez cette playlist si jamais vous téléchargez le fichier. J'ai ajouté d'autres vidéos un peu plus courtes, mais qui sont le reflet des questions que je reçois assez souvent, où malgré tout, malgré cette première vidéo que j'ai faite qui cartonne, il y a toujours des questions de la part de certaines personnes. Et donc du coup, j'essaie de temps en temps de faire des petites vidéos, là, comme vente totale, vente partielle. Là, il y a bientôt le passage à la nouvelle année. Je sais que le passage à la nouvelle année, il y a une petite mise à jour à faire du fichier. Donc je pense que c'est bien aussi que je fasse une vidéo là-dessus à la fin du mois pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez être autonome avec le fichier, comment ça se passe. En tout cas, c'est le but du jeu. Mais voilà, cette vidéo que je vous ai mis en lien et au-dessus, vous pouvez entièrement télécharger ce fichier-là et vous êtes 100% propriétaire. Et vous pouvez suivre la démarche pas à pas pour avoir le même rendu. Et après, faire davantage pour le personnaliser. Ceci étant dit et étant fait, on va aller tout de suite regarder la performance de mon PEA sur ce mois de novembre 2024. Attention, faites attention. La perf que vous voyez là, c'est la perf du mois en cours. On est déjà mi-décembre. Donc là, on voit que le mois de décembre est plutôt bien parti. Mais nous, ce qui nous intéresse pour la vidéo, c'est tout simplement la perf du mois de novembre 2024. Donc on va aller dans l'onglet historique PEA. Et on va voir ici, tout simplement, que au mois de novembre 2024, mon PEA a fait une performance positive de plus 1,12%. Donc c'est toujours cool d'être dans le vert. On voit que la stratégie continue à bien payer, à être performante. On accumule, on va dire, des gains. Donc c'est plutôt cool. Hein. On voit qu'en euros, ça fait 197,42 euros de plus-value. Donc voilà, encore une fois, très content. On voit que l'année se passe plutôt bien. Hein. Il suffit de se mettre sur le dashboard et on voit qu'on est à 10% sur l'année. Donc pour du PEA, je trouve que c'est déjà très intéressant de faire une performance de 10% à l'année. Ensuite, si on regarde nos petits indices de référence sur lesquels je me compare, même si j'ai pas vraiment, je sais pas vraiment une compétition avec ces indices-là, mais c'est toujours intéressant de se comparer pour voir
pour pouvoir, pourquoi pas, après optimiser les choses. Mais on peut se rendre compte que le CAC, lui, il a fait une performance de moins 1,75%. Donc on le sait, en France, le climat est pas fou. Déjà au mois d'octobre, on avait fait moins 3,58, là on fait moins 1,75. Le climat politique, il est vraiment pourri en ce moment en France. Il n'y a vraiment pas beaucoup de signes positifs. Là, il y a le gouvernement qui vient encore de changer. Donc tout ça, ça pèse un petit peu sur l'environnement français. Euh, on le sait en plus, les valeurs du luxe avec l'Asie, tout ça, depuis presque un an, c'est compliqué. Donc le CAC a vraiment du mal à reprendre des couleurs. Contrairement aux États-Unis, où on voit qu'ils font une performance de 5,40% sur un mois, et le World qui fait 7,52%. Donc le World, c'est tout à fait normal. De toute façon, dans le World, vous avez à peu près 70%, c'est des valeurs américaines, et vous avez très peu de valeurs françaises. Donc voilà, vous avez une performance aux États-Unis qui est vraiment assez folle. Et elle s'explique assez simplement, je pense que vous le savez tous, c'est l'élection de Donald Trump. Il a été élu président des États-Unis. On sait que M. Trump, c'est pro-américain, il protège et il chouchoute toutes ces valeurs, toutes ces entreprises. Et en plus, lors de son premier mandat, la bourse avait vraiment apprécié grandement le mandat de Donald Trump et avait été très haussière sous son mandat. Donc là, élection de Donald Trump, allez, on est reparti pour un tour. On se rappelle comment c'était il y a quelques années, ça avait bien fonctionné, donc naturellement ça a fait repump les marchés. Donc voilà, c'est fou de voir la performance d'un SP500, à quel point il fait des performances qui sont vraiment exceptionnelles à côté d'un CAC 40 par exemple. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir parce que, encore une fois, je ne fais pas la guéguerre, j'essaie pas de surperformer les SP500, j'essaie pas de surperformer le CAC 40 ou le World. Moi, j'ai mis en place ma stratégie, elle me convient, je suis à l'aise avec mon investissement, je comprends ce que je fais. C'est peut-être très simple pour certains, mais au moins ça me convient et je vois qu'elle est ma stratégie plutôt payante puisque depuis que j'ai commencé à investir en 2020, mon capital ne fait que grandir. Euh, donc voilà, j'ai pas de guéguerre avec ces comparaisons-là, mais c'est toujours intéressant parce qu'on peut optimiser par la suite. On peut se dire, ah tiens, le SP500, c'est vrai que, on le sait, mais c'est vrai que les marchés américains tirent tous les marchés financiers du monde quasiment. Quand les États-Unis vont bien, tout le monde va bien. Quand les États-Unis toussent, tout le monde est malade. Donc, on sait que c'est les leaders. C'est eux qui drivent le marché. Donc, souvent, en principe, quand le marché américain va bien, tout le monde suit. Bon, pour le CAC 40, c'est pas trop le cas depuis 2 mois. Mais voilà, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, il y a un vrai pouvoir de croissance aux États-Unis, quoi. C'est assez fou. Si on va un petit peu plus dans le détail, alors pourquoi moi je surperforme le CAC 40 de presque 2 points, finalement, même plus que de 2 points. C'est assez simple, c'est parce qu'en fait, si on va un petit peu dans mes onglets graphiques, on va voir un petit peu comment est composé mon PEA un peu plus en détail. On voit que j'ai 55% d'ETF et 41% d'actions et 3,5% de liquidité. Et si on descend un petit peu, je me suis fait plein de graphiques, et libre à vous de vous faire les graphiques que vous voulez si vous téléchargez le fichier. Mais on voit que sur mon PEA, quand je cumule les actions, les ETF et le cash, on voit quand même que ma pondération de mon PEA, à 32%, je suis exposé à la croissance américaine, je suis exposé à travers un investissement d'un ETF, qui est l'ETF ESE, ticker ESE, qui est l'ETF qui réplique le SP500. Donc c'est normal d'avoir une performance qui est supérieure au CAC, puisque, on vient de le dire, le SP500 surperforme, donc mon portefeuille se performe mieux que le CAC en l'occurrence. J'ai également 9% sur les pays émergents. Les pays émergents, on voit que depuis quelques mois, ça va mieux, ils reprennent des couleurs. Donc vu qu'ils reprennent des couleurs alors que le CAC n'en reprend pas trop, naturellement mon portefeuille se porte mieux aussi que le CAC 40. Donc voilà, ce sont en partie ma partie ETF qui est majoritaire, qui me permet de surperformer le CAC 40, mais c'est des ETF qui ne sont pas exposés au CAC 40. Donc en fait, se comparer au CAC 40 n'a pas trop de sens, mais on le fait quand même, c'est un petit, entre guillemets, un petit jeu. Mais là-dedans, dans les 55%, il y a 55% qui ne sont pas des valeurs françaises, enfin une très grande partie, parce que je suis quand même exposé à hauteur de 11% sur un ETF BNP Europe Stock 600. Donc là, c'est 600... c'est un indice qui réplique 600 valeurs européennes. Donc j'ai un peu de France évidemment là-dedans, j'ai aussi un peu d'Europe, mais je suis en partie majoritaire sur les ETF. Aux États-Unis, si je vais sur l'onglet ETF, vous voyez là, j'ai 52% de mon investissement en ETF
qui représente le SP500. Donc ce qui fait quand même une grosse partie de mon capital. Aujourd'hui, j'ai encore une fois 32% de mon PEA qui repose sur les SP500. Et donc voilà, pour ceux qui découvrent, j'ai une stratégie d'ETF qui est très simple. C'est une stratégie, on va dire, un petit peu répartition géographique. Je vais être exposé à la croissance mondiale des marchés financiers. Donc pour ça, j'ai pris un SP500 pour les États-Unis, j'ai pris un continent européen et j'ai pris le reste du monde, les pays émergents. Et après, j'ai une répartition qui est en faveur des États-Unis avec 52%. Les pays émergents et les pays européens, en vrai, je voudrais que ce soit à peu près équilibré. Là, je me suis fait un petit tableau, je mets la cible. Vous voyez, j'aimerais être à 50% aux États-Unis et émergents et européens. Finalement, sensiblement la même chose. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas trop le cas, mais on s'ajuste, c'est comme ça. Et on voit que ça marche plutôt bien et on voit que, mine de rien, la performance sur cette année, mine de rien, sur mes ETF, en 2024, je fais du 22,47%. En ayant fait un DCA presque régulier. D'ailleurs, je ne suis pas très content de moi parce que là, si on regarde un petit peu dans le détail, j'ai pas fait de DCA au mois de novembre. Et j'ai toujours pas fait mon DCA au mois de décembre. La raison elle est simple, c'est que j'ai pas eu le temps. Comme je dis, je suis une personne lambda, j'ai mon travail, j'ai ma vie de tous les jours avec mes enfants, ma femme, mes activités sociales. Et moi, je suis sur des courtiers, Bourse Direct et de Giro, où je peux mettre des virements automatiques pour ingérer de l'argent dessus. Mais après, ils n'ont pas les actions automatiques pour acheter automatiquement des ETF, comme peut y avoir sur certains courtiers, comme Trade Republic, si je dis pas de bêtises, où vous pouvez paramétrer des actions automatiques d'achat d'ETF ou d'actions. Moi, j'ai pas ça. Et donc, du coup, je l'ai pas fait. Bon, je suis pas, voilà, c'est pas très bien. Il faut que je continue mon DCA en ETF. Je sais que la stratégie DCA est parfois un petit peu décriée par rapport à des gens qui investissent tout d'un coup. Là, en l'occurrence, on n'est pas trop dans ce contexte-là. Moi, tous les mois, j'investis 200 euros, un peu moins, 150 euros sur mon PEA et mon compte titre. Et donc, du coup, je n'ai pas un gros capital à investir. Et donc, du coup, je pratique le DCA. Et de toute manière, même si j'avais une grosse somme, je pensais investir, pour moi, le DCA est plus facile à gérer, tout simplement, d'un point de vue des émotions. Et ça me rappelle vraiment les tout débuts, hein, quand j'ai commencé à investir en 2020. Vous voyez, quand j'ai commencé à investir en 2020, c'était en janvier. Et j'ai fait un versement de 2000, février 500, mars 500. Et là, je me suis tapé le Covid. Donc j'avais 3000 euros investis en bourse. Et tout d'un coup, je me prends moins 50%. Je peux vous dire que ça m'a fait mal. Ça m'a fait peur. Mais par contre, j'ai compris que ça allait être un point bas de marché, cette crise de Covid. Et donc du coup, j'ai réinvesti tout de suite. En me disant, c'est un point intéressant. Certes, ça fait flipper parce qu'on a perdu moins 50%. Mais j'ai décidé d'investir un petit peu en bourse dans ma stratégie, on va dire, patrimoniale. Là, c'est un point bas, il faut que tu investisses, fais l'effort. Et après, tout au long de l'année 2020, on voit que j'ai fait l'effort d'investir. Mais je vous garantis que quand j'avais investi 3000 euros là et que au mois de mars est apparu le Covid, je faisais pas trop le fier. Donc, encore une fois, comme je dis tout le temps, à chacun son investissement. Il faut trouver l'investissement qui vous convient parce que ça sera l'investissement que vous allez finalement avoir le plus de facilité à gérer. Et même comme ça, avec mon investissement que je trouve me convient, et j'ai par moments des coups de flip un peu, hein, on l'a déjà vu dans l'année, hein, si vous vous rappelez de certaines vidéos où j'ai mis des stop-loss de protection parce que notamment avec cet été-là, encore une fois, la crise politique en France, ça m'a fait peur sur certaines valeurs. Bref, c'est pas toujours facile à gérer, et les ETF pour ça c'est cool. Et encore une fois, à chacun son investissement, et mettez en place un investissement qui soit simple à gérer pour vous, dans un premier temps, surtout si vous débutez. Et après, si c'est des choses qui vous passionnent, si c'est des choses sur lesquelles vous pouvez simplement passer du temps, comprendre des choses, avoir de plus en plus de compétences, acquérir de plus en plus de compétences, vous pourrez faire différemment peut-être. Mais dans un premier temps, vraiment, j'insiste, hein, trouvez l'investissement qui vous convient. Et du coup, d'un point de vue action, voilà mon portefeuille à l'heure actuelle, j'ai 9 valeurs. Vinci, Air Liquide, L'Oréal, Dassault, OBE, Schneider, Euronext, LVMH, Amundi. Et ce mois-ci, je me suis séparé d'une valeur qui est Equasens. Il me restait une demi-position, j'en avais acheté 10, il m'en restait 5, j'ai décidé de la vendre. C'est une valeur un peu boulet que je traînais dans mon portefeuille. Je suis pas en train de dire que Equasens c'est une mauvaise valeur, c'est juste que moi j'étais rentré comme un pitre, on va dire de manière simplement. Si on va dans mon onglet achat-revente, on voit que j'étais rentré sur la valeur en février 2021.
j'avais un PRU de 99 euros. Donc, si on va sur Pro Real Time, je vous mets un lien juste au-dessus. Pour ceux qui découvrent la plateforme, elle est vraiment super cool. Vous pouvez vous faire vos petites listes comme ça. Moi, j'ai fait ma liste PEA, ma liste compte titre et j'ai mis une petite liste watchlist. Et sur Pro Croissance, on voit que j'avais investi en février 2021 un PRU de 99, donc on devait être par là. Et on voit que voilà, j'ai laissé sa chance au produit, mais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est quelque chose qui baisse, le marché en veut pas. J'ai fait le dos rond, j'ai fait le dos rond, j'ai fait le dos rond, mais à un moment donné, j'ai décidé de couper la ligne. Je dis pas qu'Equasens va pas remonter par la suite, voilà, mais tout simplement, j'ai voulu vendre totalement ma ligne, j'ai récupéré 271 euros et j'ai le sentiment que ces 271 euros, si je les investis ailleurs, bah, ils feront plus de performance que si je les avais gardés chez Equasens. Tout simplement si je leur investis à travers mon DCA ETF sur un SP500. Voilà, je pense que à court terme et à moyen terme, j'ai l'impression que ça va être plus efficace, plus performant que de rester exposé à cette valeur-là. Je ne sais pas où elle va s'arrêter de descendre. Mais je trouve que voilà, j'ai été assez patient, j'ai fait le dos rond, je pense que j'aurais peut-être même dû couper avant. Mais bon, c'est toujours facile de raconter l'histoire une fois qu'elle est arrivée et qu'on connaît à la fin. Mais, euh, mais voilà, j'ai coupé cette valeur en tout cas, au mois de novembre. C'est la seule valeur que j'ai coupée. Et j'ai pas fait de nouveaux renforts, pas de nouveaux achats. J'ai même pas fait mon DCA. Donc vous voyez, finalement, ce mois-ci, sur mon PEA, j'ai rien fait du tout. J'ai vraiment rien fait du tout. Et voilà, si on fait un petit tour du PEA à l'heure actuelle, on voit que Air Liquide est la première position avec 25%. Ensuite, j'ai LVMH, 17%, qui reprend un peu des couleurs. Donc forcément, dès que LVMH remonte un petit peu, c'est intéressant parce que j'ai un PRU qui est pas si mauvais que ça, je crois. J'ai un PRU à 610 euros. Donc si on prend LVMH, on voit qu'elle a eu un petit coup de moins bien. Elle était descendue jusqu'à 565. Donc moi, je suis à 610. Depuis, elle a bien repris. Elle est à 640. Donc je suis repassé un petit peu dans le vert. Et puis si jamais on a touché un point bas sur les LVMH et que ça repart à la hausse, bah, je pense que mon portefeuille devrait continuer à performer et surperformer. Et ça devrait être une des valeurs qui surperforme aussi, qui m'aide à surperformer le CAC. Donc voilà, intéressant. Dès qu'LVMH reprend des couleurs, ça me fait un peu de bonheur sur mon PEA. Donc ça, c'est la deuxième position. Ensuite, on a du Vinci à 14,7%, on a du L'Oréal à 9%, presque comme Schneider et Euronext. Donc voilà, on a trois valeurs qui sont assez proches. Et ensuite, on a Obed, Assosystèmes et Amundi. Amundi, à l'heure actuelle, c'est peut-être la seule valeur sur laquelle je mettrais un stop, même si je fais à peu près 14% de dessus. Amundi, j'ai plutôt des bonnes convictions, et en plus, on voit que l'investissement en ETF fait que grossir avec le temps. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de démocratisation depuis quelques années de l'investissement en bourse, et on voit qu'à travers les ETF, on arrive à faire des choses qui sont performantes et assez simples. Mais il y a deux, trois trucs des fois qui me chiffonnent un petit peu, notamment la partie ESG et tout ça. Ça tombe du jour au lendemain, on ne sait pas trop. Et des fois, le marché n'apprécie pas trop. Donc je pense que Amundi, ça pourrait être la seule valeur dans mon portefeuille si on se met sur mon courtier Bourse Direct. Elle est ici. C'est peut-être la seule valeur sur laquelle je me protégerai avec un stop en disant ok, je mets un ordre de vente si jamais la valeur retombe à mon prix d'achat. Donc mon prix d'achat, mon PRU il est de 56,85 euros. Donc si jamais Amundi refait des plus bas, je pense que je vais me protéger sur cette valeur-là. Mais sinon, sur l'ensemble des autres valeurs de mon PEA, je vais rester tel quel. Je vais les conserver sur du long terme. Donc voilà pour mon PEA. On peut voir que pour le moment, ma classe action sur l'année fait une performance négative, hein, contrairement à ma classe ETF. Donc on verra si le mois de décembre vient un petit peu remettre tout ça dans le vert. Mais encore une fois, comme je disais, hein, les actions, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est plus dur. Et, euh, et on le voit, je trouve, à travers la performance, c'est nettement plus facile d'investir à travers des ETF que de choisir une action où il faut analyser le business, savoir si on va investir dans quelque chose qui est intéressant, qui est rentable pour l'avenir. Alors que les ETF, on s'expose juste au marché, on sait que les marchés sur le long terme sont haussiers. Donc c'est un peu plus facile à investir sur les ETF indiciels. Et en termes de dividendes, est-ce que j'ai touché des dividendes au mois de novembre, pardon. Au mois de novembre, oui, j'ai touché un dividende. J'ai touché un dividende de 5 euros, c'est Hôtel VMH, je crois. Non, c'est OB, pardon, OB. Non, on voit que j'ai déjà touché mes dividendes de LVMH pour le mois de décembre, mais voilà, j'ai touché 5 euros au mois de novembre sur OB. Si on regarde un petit peu l'année en cours, je suis à 174 euros de dividendes touchés. C'est clairement pas ma stratégie. Je suis dans une stratégie de capitalisation pour le moment, de faire grossir du mieux possible mon capital.
Et c'est pour ça que je trouve qu'être exposé au SP500, c'est très intéressant pour faire grossir son capital. Peut-être que dans plusieurs décennies, quand je basculerai de stratégie, j'aimerais peut-être avoir un peu plus de rendement, un peu plus de dividendes pour me constituer peut-être une rente. Mais pour le moment, voilà, c'est pas ma stratégie première. J'essaie d'avoir des valeurs qui font croître mon investissement. Et donc voilà, je suis à 174% et je crois que j'ai fait un petit graphique ici, voilà. On voit que je touche 22% en plus de dividendes par rapport à l'année dernière. Encore une fois, c'est plus un petit outil de mesure, mais en vrai, c'est pas forcément très logique des fois de comparer les choses parce que vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs en portefeuille d'une année sur l'autre. Et donc, des fois, vous allez avoir des valeurs qui peuvent augmenter leurs dividendes, des fois des valeurs nouvelles qui vont verser un dividende, ou des fois même des valeurs qui vont couper leurs dividendes. Donc bon, voilà. Toujours est-il qu'on voit que les dividendes perçus augmentent avec le temps. C'est pas inintéressant, hein, ça fait toujours du cash à réinvestir. Moi, je réinvestis tous mes dividendes. Et donc, du coup, j'aime réinvestir mes dividendes dans mon investissement en bourse. Ça me sert soit pour mon DCA, soit pour aller renforcer des valeurs en actions que j'ai déjà, ou, euh, ou acheter de nouvelles valeurs. Donc voilà pour mon PA. Je trouve qu'on a fait le tour, et on va passer tout de suite à mon compte titre. Du coup, on enchaîne avec mon compte titre. Mon compte titre, on va aller voir tout ça, on va voir les dashboards, on va aller voir les performances. Attention, c'est la performance du mois de décembre qui est déjà assez folle. Hein. Le mois de décembre part très très bien. On va se rendre sur l'onglet historique CTO et on va voir qu'au mois de novembre, sur mon compte titre, j'ai fait une performance de 5,71%. Assez fou. Encore une fois, j'ai déjà fait plusieurs fois dans l'année 5,48, 5,84, 5,71. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la constatation de la puissance des marchés américains. C'est fou. On le sait, Donald Trump voilà, a fait tout pumper. Et je peux dire officiellement que sur ce mois de novembre, que j'ai battu la SP500. Mais bref, c'est pas... encore une fois, j'ai pas de... Ça m'est égal un petit peu de battre le SP500. Encore une fois, moi, ce qui est important, c'est de voir que l'investissement que j'ai mis en place est performant, me permet de faire croître mon investissement en bourse et de voir que finalement la stratégie que j'ai mis en place fonctionne. C'est ça le plus important. Si on va un petit peu plus dans le détail, pourquoi j'ai surperformé légèrement le SP500, sûrement que mes valeurs ont un petit peu plus mieux perf que le SP500. En ce moment, j'ai jamais eu d'NVIDIA dans mon portefeuille et je crois qu'en ce moment, NVIDIA stagne un petit peu. Donc peut-être que voilà, ça explique pourquoi je surperf peut-être légèrement le SP500. J'ai pas de NVIDIA en portefeuille, mais je sais qu'au cours de l'année, le SP500 pumpait très fort et j'avais pas de NVIDIA dans mon portefeuille. Donc des fois, j'étais un petit peu à la bourre par rapport au SP500. Là, c'est pas trop le cas, j'ai l'impression, sur ce mois-ci. Si on s'attarde un petit peu sur les chiffres, sur les graphiques, mon compte titre est entièrement composé d'actions, 86% d'actions, 13% de liquidité. Si on va dans le détail, on voit mon portefeuille qui est composé d'une petite dizaine de valeurs, que vous retrouverez également ici sur mon compte de Giro. Donc si on fait un petit peu le tour des positions, j'ai du Google, j'ai du Amazon, j'ai du Apple, j'ai du Evolution AB, valeur suédoise, la seule valeur non américaine de mon compte titre. Johnson & Johnson, McDonald's, Microsoft, MSCI, Pepsi et Visa. Donc voilà, je suis très content de ce portefeuille, il surperforme. Un portefeuille, là contrairement, j'ai pas prévu de mettre de stop sur ces valeurs-là. Encore une fois, comme sur mon PEA, ou dans mon PEA, il n'y a qu'une valeur finalement où je suis un peu fragile, on va dire, dessus. Celle-ci, je suis toute convaincu qu'il faut les garder à long terme. Dernièrement, les dernières valeurs que j'ai intégrées en portefeuille, c'était Evolution AB, Amazon c'était en renfort, je l'avais déjà, mais MSCI, Google et McDo. Donc Evolution AB, bon, je fais une performance négative pour le moment. C'est une entreprise qui a des très beaux chiffres d'un point de vue quantitatif. J'ai déjà exprimé un petit peu mes craintes par rapport au secteur dans les vidéos précédentes, le casino en ligne. Je pense que c'est une activité sur laquelle on peut être très rentable, mais j'ai du mal à me dire, quand je vois les autres valeurs dans mon portefeuille, où j'ai l'impression d'avoir des valeurs mondiales qui sont indétrônables entre guillemets dans notre société. L'évolution AB, j'ai l'impression que je suis un petit peu à l'écart de ça. Mais voilà, à part ça, je trouve que c'est une très belle société. À voir comment évolue un petit peu cet univers du casino en ligne. On sait que ça peut être dans pas mal de pays, il peut y avoir un petit peu la loi qui s'en mêle. Avec pas mal on l'a vu notamment en France à l'époque avec l'Argel qui s'est mis en place. Ce sont des lois qui cloisonnent un petit peu les marchés et donc du coup qui empêchent à Evolution AB soit de pénétrer, soit si elles sont dans un pays, ça impose à Evolution AB de sortir de ce pays-là parce qu'elles ne sont pas, on va dire, conformes à la loi du pays.
Donc bref, à voir comment tout ça évolue. MSCI, je suis rentré dernièrement, on voit que je fais plus 17%. Google, je fais plus 13%. McDo, je fais plus 17%. Et pourtant, on se dit que c'est des valeurs qui sont, alors voilà, qui sont extrêmement matures. On n'attend pas non plus un x10. Mais toujours est-il que c'est des valeurs qui croient. En ce moment, voilà, on est sur un trend très haussier sur ces valeurs-là. Les valeurs tech, ça fait un moment qu'elles surperforment. Quand je vois Apple, où je fais plus 69%, Microsoft 82%, Amazon 48%. Voilà, sur Visa, je suis à 33%. Mon Visa est pas moins une valeur tech, mais voilà, voilà, je suis quand même pas mal exposé à la tech là-dedans. Mais on voit que ça performe et c'est plutôt cool. Les seules valeurs sur lesquelles je me pose des questions en ce moment, c'est quand même Johnson Johnson, parce que je pense que Johnson Johnson, c'est une bonne valeur de rendement. C'est du secteur défensif, tout comme Pepsi. Mais il faut que je me penche un petit peu dessus parce que j'ai l'impression que comment dire, les croissances à venir sur du court terme, pas l'air foufou. Donc du coup, je sais pas trop si c'est quelque chose que je garde en portefeuille, surtout si à chaque fois que je rachète des actions, quand ce soit des nouvelles ou que je fais des renforts, je vais d'abord renforcer les autres. Je préfère renforcer Apple, Microsoft, Visa. Et je renforce rarement, voire jamais Johnson Johnson et Pepsi. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les garder en portefeuille pour une ou deux actions? Au final, j'ai pas l'impression vraiment d'avoir, on va dire, des secteurs défensifs. Parce qu'au final, voilà, j'ai McDo aussi un petit peu, mais McDo, c'est devenu presque une valeur un peu immobilière, foncière. J'ai Pepsi qui représente 6%, et Johnson Johnson qui représente 2,8%, donc j'ai à peu près 9% de mon portefeuille qui serait défensif. Est-ce que vraiment... je sais pas trop. C'est la seule question que je me pose en ce moment. Sinon, je continue sur la même stratégie, c'est-à-dire j'investis de l'argent tous les mois sur mon compte titre. Ça me permet d'avoir des espèces et de pouvoir voilà, toujours faire grandir ce portefeuille. Là, on voit qu'en ce moment, j'ai combien? J'ai 756 euros de dispo. 757. Il y a un petit décalage de 20 minutes avec le Google Sheet, donc des fois ça bouge. Mais voilà, j'ai quand même une petite poche de liquidité. Les actions américaines, certaines sont très chères. Donc forcément, faut faire attention. On pourrait croire que c'est une belle somme d'argent, 750 euros, ce qui est le cas, mais des fois, on va acheter des actions et on peut en acheter qu'une. Euh, mais, euh, mais à voir, ça va peut-être me permettre, s'il y a des petits points bas, là, le marché fait que monter, et sur le côté stat picking, je suis beaucoup plus frileux que sur la partie ETF, et je fais beaucoup plus attention, j'essaie de faire beaucoup plus attention à mes points d'entrée, et pour entrer sur une nouvelle action, je préfère qu'elle décote un peu. Hein. Google, je crois que c'était déjà ça, je crois. Elle avait décoté un peu, j'ai acheté. Visa, j'aimerais bien renforcer, j'attends qu'elle décote un peu. J'avais envie de rentrer du Mastercard aussi, mais Mastercard a fait que monter, donc j'attends qu'elle décote un petit peu. Pourquoi pas pour l'intégrer au portefeuille. Et là, quand on regarde les petites cibles que j'avais, donc Mastercard, je vous l'ai dit, MSCI, je l'ai intégré au portefeuille, Evolution AB aussi, Google aussi, Caterpillar, Intuit, c'est des belles entreprises aussi qui m'intéressent à voir. Là, j'ai vu aussi, je crois qu'il y a Adobe qui a pris une grosse claque il y a quelques jours, là, moins 13, moins 15%. Je pense que ça, souvent, c'est des réactions du marché qui sont un peu violentes. Et pourtant, les résultats ont l'air très bons. Et Adobe, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi-même, dans mon travail, j'utilise toute la suite Adobe à travers Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, InDesign et compagnie. Donc, et c'est un modèle, voilà. Pour le moment, j'ai pas trop vu de solutions qui viennent un petit peu casser leur monopole. J'ai vu 2-3 acteurs comme Figma arriver sur le marché, mais j'ai l'impression que pour le moment, c'est toujours intéressant, Adobe. Donc pourquoi pas se poser la question. C'est pas une action que j'avais on va dire dans ma watchlist, mais à voir quand il y a encore une fois, quand il y a vraiment des fois des creux de marché que je trouve un petit peu exagérés ou pas forcément très logiques, je me pose en question et je regarde un petit peu. Ça peut être intéressant comme ça d'aller acquérir des actions qui sur le très très court terme vont avoir une décote et qui après vont repartir de manière normale, quoi, et vers le haut. Donc à voir. Mais voilà, en tout cas pour mon CTO, est-ce que j'ai touché des dividendes au mois de novembre? Oui, j'ai touché un dividende de 1 euro de Apple. Et là, au mois de décembre, j'ai déjà touché des dividendes de Visa et de MSCI.
Tout comme pour mon compte titre, hein. C'est vraiment pas ma stratégie. Euh, Là, si on voit un petit peu hein, les dividendes, bon, les sommes font un petit peu rire. J'ai touché 26 euros de dividendes sur l'année. Mais mine de rien, c'est toujours de l'argent que je réinvestis. C'est encore une fois, c'est pas ma stratégie. Ma stratégie, c'est de capitaliser enfin, d'être dans une stratégie de capitalisation pour faire grossir mon capital. Et les dividendes sont là pour être réinvestis systématiquement et faire grossir un petit peu la boule de neige voilà, pour faire grossir le capital. Mais voilà, on voit qu'aux États-Unis, par contre, on a des dividendes de manière assez régulière. Et donc, si on se projette dans, je sais pas, dans une dizaine d'années, on peut se dire qu'effectivement, si on arrive à accumuler un certain nombre de ces actions, en gros nombre, on voit qu'on peut avoir régulièrement chaque mois voilà, des dividendes qui tombent. Et si on se projette dans 30 piges, au moment où j'aurai peut-être une stratégie un peu plus de rente et de dividendes, ça peut être intéressant voilà, d'accumuler tout au long de son investissement des entreprises qui versent des dividendes. Et en plus, ce sont des entreprises dont leur dividende grandit. Donc c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que souvent ces entreprises-là, chaque année, leur dividende est de plus en plus important. Donc c'est très intéressant de les détenir en portefeuille. Donc voilà pour mon compte titre. La performance de ce mois-ci est très très bonne. Elle est excellente, évidemment. Comme je l'ai dit, elle est due à l'élection de Trump. Après, on le sait, hein, les marchés américains sont très performants et je suis plus trop surpris quand sur un mois, le SP500 fait 5%. Donc voilà, très, très heureux de la performance de mon compte titre, même si j'ai rien fait en soi. J'ai rien acheté, j'ai rien vendu. Touché quelques dividendes, mais ça fait toujours plaisir de voir que la stratégie fonctionne et continue d'aller dans la bonne direction vers l'objectif, on va dire, ciblé. Allez, on en a fini avec l'investissement en bourse. Maintenant, on va aller regarder la performance de mon investissement immobilier que j'ai mis en location courte durée sur les plateformes Airbnb et Booking. Vous me connaissez, j'ai fait un petit tableau, je mesure tout. Comme je dis souvent, faut tout mesurer pour pouvoir optimiser. Et donc du coup, j'ai fait un petit tableau où mois par mois, voilà, je vais traquer un petit peu le taux d'occupation et évidemment le chiffre d'affaires généré, voir si je génère du cash flow positif ou négatif. Et là, sur ce mois de novembre, on voit que c'était un mois assez délicat. On voit finalement que j'ai eu que 63,33% de taux d'occupation. J'ai eu 12 nuits à travers Booking, réservé à travers Booking, et 7 à travers Airbnb. C'est l'un des mois les plus faibles de l'année. Hein. On voit que j'avais fait en septembre 63,33%. Mais on voit que les prix en septembre étaient plus intéressants parce que j'avais généré 1841 euros de chiffre d'affaires, là que je génère que 1525 euros de chiffre d'affaires. Et un peu plus tôt dans l'année, j'avais fait 70 au mois de juillet, mais là, au mois de juillet, les chiffres étaient forcément un petit peu plus hauts. Enfin, en tout cas, la nuit était plus chère, donc ce qui faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires engrangé. Et le mois de janvier, qui était un mois exceptionnel, parce qu'on a mis la LCD, on a ouvert la LCD sur les plateformes à partir du 24 janvier. Donc, j'avais eu que 5 nuits, mais finalement, c'est presque comme si j'avais eu, comment dire, 100% d'occupation. Donc, mois de novembre assez délicat. On voit quand même que sur l'année, on a un très beau taux d'occupation, 83%, donc c'est quand même toujours intéressant. Donc du coup, un chiffre d'affaires avec les prix qui sont un peu plus bas à la nuit, qui est un peu plus faible que d'habitude. J'ai confié cet appartement à une conciergerie. Je ne veux rien gérer de mon côté. C'est quelque chose que je souhaite qu'il soit complètement le plus passif possible. Attention, ça me prend quand même du temps, ça me prend du souci au quotidien. Mais voilà, j'ai confié à une conciergerie qui gère les voyageurs au sein de cet appartement-là. Et donc, du coup, elle a pris sa petite taxe due à son travail, hein, c'est tout à fait logique. Et donc, du coup, ce qui me fait un cash flow brut à la fin de ce mois-là de 626 euros. Ma mensualité de crédit, j'en ai pas parlé, mais elle est là. Ma mensualité de crédit, elle est de 525 euros par mois. Je suis toujours sur du différé de crédit. En principe, à partir de avril 2025, je vais être à 1000 euros la mensualité de crédit. Donc, ça va être quelque chose qu'il faut qu'on commence à réfléchir avec ma compagne. Parce que, mine de rien, 1000 euros de crédit, si je mets 1000 euros sur toutes les lignes ici à la place, ça va nettement déprécier les chiffres. Donc voilà, on est un petit peu en train de... On attend la fin de l'année. On voulait faire un an de location courte durée pour pouvoir estimer un petit peu la rentabilité de la chose, pour voir si c'était vraiment intéressant par rapport à un bail classique.
Donc voilà, on est en pleine réflexion, on essaye d'anticiper un petit peu les choses quand même, parce que comme je l'ai dit, ça va arriver au mois d'avril, ça va arriver assez vite. Mais d'ici là, je pense qu'on va quand même regarder un petit peu combien on pourrait gagner en buy classique, parce qu'en buy classique, vous n'avez pas toutes les charges, vous n'avez rien à gérer. Donc il faut voir si on le mettait en buy classique, en location classique, combien on pourrait louer par rapport à notre mensualité de crédit qui est de 1000 euros. Je pense que c'est pas inintéressant. Je pense qu'aussi la conciergerie nous a déjà parlé, si on le souhaitait, de sous-location. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient finalement un peu à un bail classique, comme si on avait un locataire qui nous donnait tant tous les mois. Et après, la conciergerie, elle, à elle de se démerder pour rentrer dans ses frais et pour louer l'appartement de manière assez efficace pour que ce qu'elle me paye, moi en tant que loyer, elle touche forcément un petit peu plus pour s'y retrouver. Donc voilà, on est en ce moment avec ma conjointe, on laisse la fin de l'année arriver, on va faire un bilan annuel, mais voilà, c'est dans nos préoccupations, la stratégie qu'on va avoir avec cet appartement. On va voir un petit peu quelle sera la suite à donner, mais toujours est-il que sur le mois de novembre, voilà, on a un cash flow brut qui est positif de 626 euros. Ensuite, il faut enlever les charges. Donc on a 19 euros d'assurance habitation, on a 33 euros d'internet, on a 143 euros d'électricité. On a eu, ça y est, on a eu la régule de l'eau, que j'ai pas eu tout au long de l'année. Ça a été un petit peu compliqué de communiquer avec eux, et ils ont fini par avoir les chiffres. Et on va payer tous les mois 35 euros. À partir de maintenant, on va payer 35 euros par mois pour l'eau. Et ici, j'ai une dernière ligne qui correspond au ménage. À chaque sortie de mon visiteur, enfin d'un voyageur, il y a un ménage qui est fait, ce ménage est facturé. Donc là, ça va dépendre finalement. Vous voyez, j'ai eu 12 nuits et 7 nuits. Et vous voyez, sur les 12 nuits là, j'ai eu finalement 1, 2, 3, 4 séjours différents. Donc ça veut dire 4 passages de ménage. Et j'ai eu un séjour de 7 nuits sur Airbnb. Donc j'ai payé 5 fois le ménage. Donc voilà, ça représente à peu près ça représente 385 euros. Et donc du coup, quand vous prenez ce cash flow brut et que vous enlevez toutes ces charges, ça fait 615 euros. Et il me reste un cash flow net ce mois-ci de 10 euros. Donc on est un peu dedans. Je pense qu'en vrai, voilà, on est à l'équilibre. Encore une fois, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de mesurer un petit peu la rentabilité sur un an, voir si c'est intéressant de le laisser en LCD versus si on le mettait dans une location classique. Et je ferai une vidéo à la fin de l'année, parce que là on voit pas la taxe foncière, mais on a une taxe foncière, donc on va voir si on la lisse sur l'année combien ça représenterait. Mais voilà, encore une fois, bon, on finit le mois dans le vert, même si c'est pour 10 euros, on finit le mois dans le vert. Le principal étant toujours que finalement notre mensualité de crédit, qui est de 525 euros, elle soit entièrement payée. À part finalement notre activité qu'on a avec cet appartement sur le mois. Donc c'est le cas, on est même en léger positif de 10 euros. Donc voilà, on a accumulé mine de rien depuis le début de l'année une trésorerie qui approche les 7000 euros. Donc on sait qu'on c'est toujours bon d'avoir un peu de trésor de côté, on n'est pas à l'abri d'avoir une décision qui est prise lors d'une AG, par la copropriété, qui peut coûter de l'argent, donc il faut avoir la trésor de côté. Et voilà pour ce mois de novembre sur la LCD, dans le positif. Et on continue sur cette lancée, et on fera un gros bilan à la fin de l'année. Le mois de décembre, il y a déjà des nuits qui ont été bookées, je le vois. On verra si il est full booké et comment ça se passe. Mais en tout cas, on finit légèrement dans le vert. Even, encore une fois, le positif, c'est qu'on a pu rembourser notre mensualité de crédit entièrement avec l'activité qui s'est déroulée dans l'appartement ce mois-ci. Pour finir, je vous emmène sur mon budget. Ceux qui me connaissent sur la chaîne sachent que je me fixe un budget à respecter tous les mois, un budget de dépenses. On va voir ce qu'il en est sur ce mois de novembre. Toujours comme d'habitude, j'ai un petit fichier où je mesure tout. Donc là, on est sur l'année 2024. On va voir un petit peu ce qui s'est passé au mois de novembre 2024. Et je me fixe un objectif de dépenses personnelles de 285 euros tous les mois. Sachez que ce mois-ci, j'ai explosé le compteur comme jamais. J'ai dépensé 2822 euros. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je sais, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, qu'au mois de novembre, j'ai presque un double mois qui est versé. En fait, moi, je ne suis pas payé sur 12 mois, je suis payé sur 13,58 mois. Et donc, en fait, finalement, il y a 1,58 mois en trop
qui est réparti entre le mois de novembre et le mois de juin. Donc je sais que quoi qu'il arrive, au mois de juin et au mois de novembre, je vais avoir des gros salaires. Novembre en plus, un mois juste avant Noël, période de Black Friday. Et ça faisait quelques mois que mon téléphone était vraiment en rade. Fallait absolument plus que je l'éteigne parce que sinon je pouvais plus le rallumer, donc je perdais tout. Et donc du coup, je me suis acheté un nouveau téléphone ce mois-ci. Un petit Google Pixel 8a. Moi, je n'ai pas pris le dernier cri, mais c'est entièrement suffisant pour l'usage que j'en ai. Très simple, mais très bien. Donc ça m'a coûté un petit peu d'argent. Et surtout, je me suis fait un gros kiff ce mois-ci. Un kiff que je n'avais pas fait depuis une dizaine d'années. Avec des potes, on a décidé de partir aux États-Unis l'année prochaine. On se fait un voyage mixé entre New York et Boston. Donc on va visiter New York, on va visiter Boston. Et en plus, vu qu'on est fan de NBA, tous les potes avec lesquels on part, on s'est offert des matchs de NBA. On s'est fait ce plaisir-là. Donc pour les plus fanas de NBA, on va aller voir le match New York contre Golden State. Et à Boston, on ira voir le Celtics versus Lakers. Donc voilà un peu les deux matchs références dans la NBA. Et ce voyage à New York, Boston, avion, hôtel, place, tout compris, me coûte 2300 euros. Et donc du coup, forcément, le budget du mois de novembre explose. Après, encore une fois, le budget du mois de novembre explose, mais ne met absolument pas en péril ma manière de fonctionner au quotidien. Pour faire très simple, j'ai touché 5900 euros de salaire. J'ai des charges qui sont de 2724 euros. Ces charges, elles sont juste décrites ici. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je reçois mon salaire, moi j'ai des virements automatiques qui partent directement. Ça, 2050 euros, c'est pour les charges qu'on a pour mon foyer, avec ma femme. Donc 2050 euros, c'est pour payer la maison, les courses, tout ce qui touche aux enfants, voilà. Nos charges de vie commune, de famille. Ensuite, j'ai 666 euros, que j'appelle des charges personnelles, et auxquelles je tiens également, qui sont la somme tout simplement de mes frais de carte bancaire, mon investissement en PEA et en compte titre. Donc en fait, je déroge pas à ça, c'est-à-dire que mon investissement que je fais tous les mois est automatisé, et quoi qu'il arrive, il part. Donc c'est pas parce que j'ai dépensé une grosse somme ce mois-ci que j'ai rogné sur mon investissement en bourse, et j'ai pas non plus rogné sur mon épargne personnelle et mon épargne de couple. On a une épargne de précaution. On constitue toujours chaque mois une épargne de précaution, que ce soit personnelle ou en couple. Et j'ai également des charges, Canal+, l'abonnement, SFR, l'abonnement téléphonique et le PlayStation Network parce que j'ai une PlayStation et que je dois payer tous les mois pour jouer en ligne. Donc ça, voilà, ça quoi qu'il arrive, ça part tous les mois, c'est pas remis en péril, et avec ça, entre guillemets, j'assume toutes mes charges. Et j'assume même mon épargne et mon investissement. Donc ça n'a pas été remis en cause, puisque j'ai touché mon salaire et mes virements sont partis. Une fois que j'ai enlevé finalement toutes ces charges-là, il me restait quand même 3247 euros. Donc c'est une très grosse somme. Et j'ai eu quelques dépenses. Et comme je disais, voilà, j'ai eu, on va dire, 2 dépenses exceptionnelles. Le téléphone, que je considère presque comme un investissement, parce que le téléphone chez moi fait à chaque fois presque 5 ans. Donc du coup, aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer de vivre sans téléphone, en tout cas pour moi. Et 2300, bon, c'est un voyage entre potes aux États-Unis. La dernière fois que j'avais fait ça, c'était il y a 10 ans. Je me fais un plaisir. En plus, ma femme a validé ce petit kiff, donc ça fait vraiment plaisir d'être soutenu. Je sais qu'elle va passer 10 jours tout seule avec les enfants, c'est pas toujours facile, mais voilà, encore une fois. Et en plus, cet argent-là, c'est vraiment de l'argent personnel. Et encore une fois, on voit que malgré tout ça, je reste dans le vert à la fin du mois, que j'arrive quand même sur mon compte à avoir un solde positif qui a grimpé de 425 euros. Donc rien n'est mis en péril, je me suis fait un gros kiff au mois de novembre. Et je suis content. Je vois presque ça un peu comme une récompense. Parce que voilà, je me fixe un objectif chaque mois. On voit qu'à chaque fois, c'est quasiment coché. À chaque fois que j'ai un solde positif tout au long de l'année. Et justement, le fait de mesurer tout ça au quotidien me permet de vraiment savoir comment je dépense mon argent. Et d'être vraiment à l'aise quand j'ai une grosse dépense. Et d'être vraiment à l'aise quand on veut se faire un plaisir. Vous savez, parfois, je sais pas si vous êtes parent, mais des fois, on peut des fois un peu culpabiliser quand on dépense de l'argent, peut-être un peu trop pour soi, et un peu moins pour la vie de famille ou pour ses enfants. Euh, et, euh, et là, je sais encore une fois que voilà, comme j'ai dit, ma vie de famille n'est absolument pas remise en péril. L'argent qu'on met pour partir en vacances, pour acheter la bouffe, pour vivre au quotidien, tout ça c'est garanti. Et donc du coup, voilà, je me suis fait un plaisir, et ça arrivera pas souvent. Et c'est plutôt cool, mais du coup, le budget a explosé ce mois-ci.
L'objectif est clairement pas atteint, hein, puisque je devais dépenser 285 euros. On pourrait voir ça un peu comme une dépense exceptionnelle. Je pourrais ne pas la mettre quelque part. Parce que après, si on enlève les 2300 du voyage et les 400 euros du téléphone, bah, je suis largement en dessous des 285 euros. Donc j'aurais atteint finalement mon objectif de dépenses journalières, un peu on va dire quotidienne, et on va dire des dépenses qui sont pas exceptionnelles, mais qui sont des dépenses de la vie de tous les jours. Mais voilà, il faut être, faut être transparent et honnête, et j'ai dépensé cet argent-là au mois de novembre, donc on inscrit. Et voilà, ça fait un mois de novembre, certes avec beaucoup de dépenses, mais encore une fois, comme j'ai dit, rien n'est né en danger, et tout va bien. Et, euh, et voilà pour ce mois de novembre. Et du coup, je vais terminer avec ma page Bento que vous connaissez. Le lien est en description. L'intérêt de cette page, surtout, c'est ici pour moi, je trouve. C'est mon pseudo Discord et mon pseudo Twitter. Ça vous permet à vous d'entrer en contact avec moi et on échange en privé. Et en ce moment, j'ai tous les jours des gens qui arrivent sur Discord et qui me disent j'ai besoin d'aide par rapport à ton fichier que j'ai téléchargé. Bah, c'est avec grand plaisir que je les aide. On fait des calls, on fait des partages d'écran, on échange ensemble. Souvent après, la discussion va un petit peu plus loin. T'en es où ton investissement, t'investis sur quoi? Bref, on échange, je trouve ça intéressant. Moi, ça me permet de connaître un peu mieux certains abonnés, d'être un peu plus proche de vous. Je trouve que c'est vraiment ça qui est enrichissant. Donc en tout cas, n'hésitez pas, je le redis, ceux qui téléchargent mon fichier, ceux qui ont une question sur l'investissement en bourse, même si c'est pas lié à mon fichier, si vous avez envie de me poser une question, n'hésitez pas à utiliser mon pseudo Discord ou mon pseudo Twitter. Vous retrouverez mon lien qui renvoie vers le fichier que vous pouvez télécharger. Et là, vous retrouverez 2 offres de parrainage pour Bourse Direct et de Giro. Ça vous permet d'avoir des frais de courtage offerts quand vous allez acheter une action ou même quand vous vendez. En fait, le courtier prend toujours un frais de courtage. Et le fait d'avoir ces frais de courtage qui sont offerts à travers un parrainage, ça vous permet d'économiser de l'argent sur ces frais de courtage. Et c'est toujours ça de gagner quand on débute et toujours ça de donner en moins à un courtier finalement. Et, et c'est, je trouve, une bonne manière de commencer. Donc voilà, comme d'habitude, je vais terminer en espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est cool. Ça me fait vraiment plaisir. J'essaye de vous aider du mieux possible que je peux en vous donnant quelques pistes, quelques tips par rapport à comment moi j'investis au quotidien, comment moi je vois les choses. C'est pas à prendre pour comment dire, quelque chose qui est acquis, définitif et qui bouge pas. Encore une fois, c'est chacun sa vision des choses et on est là pour partager. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à laisser un commentaire, j'ai oublié à chaque fois de le dire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très vite, à bientôt, portez-vous bien. C'était Papa Investi et à une prochaine fois sur la chaîne. Vamos!